Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est André Beaulieu. Je suis directeur des communications. Je suis porte-parole aussi de la Société canadienne du cancer. Durant cette rencontre, j'ai eu le plaisir d'être le maître de cérémonie. Je suis vraiment heureux d'être ici ce matin. C'est une invitation qui est venue de Serge Bartel, qui est, comme vous savez, le président du comité organisateur du Relais pour la vie de la MRC de l'ERAM. Il nous a demandé de venir vous rencontrer, justement, pour parler du succès du Relais pour la vie dans la région, mais aussi vous montrer comment les dons amassés ici, localement, par cet événement unique, ont un impact au quotidien dans la vie des gens qui sont touchés par le cancer et aussi dans la vie de nos chercheurs québécois qui bénéficient justement du financement de la Société canadienne du cancer. Alors, au cours à peu près de la prochaine demi-heure, on va vous dire beaucoup de choses. Serge va prendre la parole en un premier temps, vous parler du Relais pour la vie puis comment il vit dans la région. Il sera suivi du professeur Michel Tremblay, qui est chercheur émérite et directeur de l'Institut du cancer de l'Université McGill. Et il va prendre la parole pour vous dire comment, justement, la recherche sur le cancer a évolué dans les dernières années et vers quoi on pense pouvoir aller au cours des prochaines années, dans un proche avenir, finalement. Puis il va aussi vous parler un peu de ses travaux. Alors, on va entendre ensuite Sylvie Lavaux, qui est agente des services à la communauté pour la Société canadienne du cancer dans la région du centre du Québec. Sylvie va faire un survol des services offerts localement par la Société canadienne du cancer, puis va vous dire comment ceux-ci contribuent justement à la qualité de vie des personnes touchées par la maladie. Par la suite, Catherine Baudouin, qui est ambassadrice du Relais pour la vie 2017 de la MRC de l'ERAM, et survivante d'un cancer des os, va prendre la parole. Il y aura une période de questions si vous voulez à la fin, puis on est disponible pour des entrevues individuelles aussi. Alors, à cette étape-ci, laissez-moi vous donner quelques faits supplémentaires. Je veux juste vous parler de la Société canadienne du cancer, je veux juste vous dire qui nous sommes. C'est un organisme qui existe depuis 1947 au Québec. À la base, c'est un organisme qui a été fondé par des médecins qui étaient tannés de voir des gens arriver trop tard dans leur clinique, avec des effets secondaires ou un état de santé qui faisait que finalement que le cancer était propagé. Puis finalement, à l'époque, on le sait, le cancer était vraiment une sentence de mort. Alors, ils voulaient justement qu'on puisse éduquer la population sur les signes précurseurs du cancer et leur parler un peu plus de comment ils pouvaient prévenir la maladie. Alors, notre mission, justement, c'est l'éradication du cancer. C'est un grand rêve. Évidemment, est-ce que c'est possible? On peut dire qu'après 80 ans d'existence partout au pays, on a fait de grandes avancées, mais il y a encore beaucoup à faire. Mais aussi, on a un grand rôle, justement, dans l'amélioration de la qualité de vie des personnes touchées par le cancer. Juste au Québec, on a une quarantaine de bureaux et centres de services, et on compte, dans la province, 30 000 bénévoles, 300 000 donateurs. C'est beaucoup de gens. Et parce que, vous savez, on amasse à coût de 10, 5, 10, 20 $, presque 30 millions, voire même des fois plus que 30 millions annuellement, juste ici au Québec. C'est 150 millions à l'échelle du pays. Donc, c'est énormément de personnes qui nous soutiennent. Et pourquoi? Parce que le cancer, justement, c'est une maladie qui a de grands besoins. On le voit sur la diapositive, on le sait, les derniers chiffres qui ont sorti l'an dernier nous montrent qu'une personne sur deux sera touchée par au moins un cancer au cours de sa vie. C'est énorme. Avant, on parlait de 2 personnes sur 5. On a déjà parlé de moins que ça avant. Pourquoi? Les gens se demandent, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Y a-t-il plus de risques aujourd'hui de développer la maladie? En fait, le grand changement, c'est le vieillissement de la population et l'accroissement démographique. Alors, plus on est de gens au Canada ou au Québec, plus il y a de malades, donc de gens atteints de cancer. Mais c'est surtout le vieillissement qui a changé la donne. L'espérance de vie aujourd'hui est beaucoup plus longue qu'avant. Et le facteur numéro 1 de cancer, à partir de l'âge de 50 ans, augmente beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de cas dans notre société. Alors, le nombre de cas, justement, les chiffres de 2017 sont les plus récents. On parle de 206 000 cas au pays, 53 200 uniquement au Québec. Ça représente 26 % du total canadien, bien que la population soit de 23 %. Donc, ça nous montre qu'ici, il y a un petit peu plus d'incidence, donc de cas de cancer. On l'explique probablement du fait qu'ici, il y a des habitudes de vie, notamment le tabagisme, qui a toujours été plus présent. C'est une tendance qui a toujours été là. Dans l'est du pays, on a toujours plus fumé, on a toujours été un peu plus sédentaire que dans l'ouest du pays.
Alors, un exemple, c'est qu'ici au Québec, on est encore à un taux de tabagisme d'environ 20-21%, alors qu'en Colombie-Britannique, il est en bas de 15%. Donc, ça explique aussi pourquoi on peut voir justement moins de cas de cancer. Une statistique qui étonne toujours les gens quand on parle de ce pourcentage, c'est 89% des cas de cancer qui sont diagnostiqués chaque année sont chez les gens de 50 ans et plus. Donc, quand je vous dis que l'âge est un facteur de risque, c'est la preuve. Et de ce nombre, c'est 45% qui sont des baby boomers. Je suis un baby boomer, plusieurs d'entre vous le sont. C'est la population, à ce moment-là, tranche d'âge, la population où on est le plus à risque de développer le cancer. Et c'est là aussi pourquoi on voit un grand nombre de personnes qui vont être touchées par la maladie. Puis au cours d'ici 2030, on pense justement voir que la population des gens de 65 ans ou plus, et plus au Québec, il va y avoir une personne sur 4 qui va justement être âgée de 65 ans et plus. Justement, l'impact du vieillissement, de l'accroissement démographique, c'est la diapo qui suit. Alors, en 2030, au Québec, on va parler de 9 millions de personnes. C'est une augmentation d'1 million de personnes de plus d'ici les 12 prochaines années. Le nombre de personnes de 65 ans et plus vont doubler et on va frôler les 70 000 cas de cancer annuellement à ce moment-là. Qu'est-ce que la Société canadienne du cancer fait justement devant ce fléau? Parce que c'en est un fléau, c'est un grand enjeu de santé publique. Nous, on a ce qu'on dit une approche globale de la lutte contre le cancer. Donc, on finance la recherche, évidemment, c'est la base. Ça a toujours été la pierre angulaire dans quoi on a cru. On a toujours financé la recherche depuis les débuts. Mais beaucoup, maintenant, l'information prend une place très importante. Alors, c'est des gens éduqués, des gens qui comprennent leur maladie, vont mieux faire face justement à cette maladie-là. Le soutien qui vient de tout l'aspect psychosocial, comme on l'explique, c'est de soutenir les gens, quand on peut démystifier ce qui leur arrive, leur expliquer ce qui leur arrive, les encadrer, l'anxiété tombe, donc la qualité de vie augmente. Est-ce que ça fait baisser le risque de développer le cancer? Peut-être pas, mais c'est certainement un aspect très important pour la personne, justement, qui a à vivre cette épreuve-là. Et il y a la prévention qui a pris une place dans les 10 dernières années, particulièrement ici à la Société canadienne du cancer, parce que on y croit, ça va prendre du temps, mais le mieux, ce serait d'éviter le cancer. Donc, évidemment, le tabagisme, les saines habitudes de vie, de bouger, de bien manger, tout ça, ce sont des messages que l'on prône dans différentes campagnes et par différents programmes à la Société canadienne du cancer. Ça m'amène au relais pour la vie. C'est notre activité phare. C'est vraiment, ici au Québec, une activité qui a pris une place très importante. Avant, c'était la jonquille pendant de nombreuses années qui était le symbole de la Société canadienne du cancer. D'ailleurs, c'est notre logo depuis l'an 2000. Sauf que le relais, depuis l'an 2000, justement, au Québec, aujourd'hui, on parle encore annuellement, on amasse plus de 10 millions de dollars juste avec cette activité-là. C'est 90 relais dans la province dont vous faites partie. C'est une grande famille. Puis la force du relais, je le dis, ça réside dans le fait qu'il interpelle les gens des communautés à agir, à se mobiliser pour vaincre et faire avancer la cause du cancer. Donc c'est vraiment un événement unique parce qu'on célèbre, on rend hommage et on lutte. Pendant 12 heures, c'est une marche de nuit, comme vous le savez. Alors, c'était lancé en 2001 officiellement au Québec. En 2000, c'était à Ottawa, donc on faisait Gatineau, mais c'est pour ça. Et depuis ce temps-là, comme je vous dis, ça a pris une croissance phénoménale. Je vous ai parlé de 10,4 millions, 90 relais, mais depuis le début, on a amassé quand même uniquement au Québec 135 millions au total avec cette activité de collecte de fonds. C'est aucun autre organisme n'amasse autant d'argent que nous, justement, avec le relais pour la vie. C'est 25 000 Québécois qui participent à cette activité-là à travers la province. Puis il y a cette phrase qui explique un peu, c'est un peu poétique, mais il reste que ça décrit très bien c'est quoi le relais pour la vie. Pour tous ceux qui doivent faire face à cette maladie, la marche est longue et parfois difficile. Le parcours se fait parfois seul, parfois en équipe, parfois en silence, parfois dans le rire et la joie. Puis au matin, quand le jour se lève, la lumière jaillit et c'est une autre journée qui commence. Un renouveau qui est acquis ensemble. Un pas de plus est fait dans la lutte contre le cancer. Donc, c'est vraiment la description, je pense, qui est un moyen de dire comment, justement, le relais pour la vie symbolise un peu ce que la personne doit vivre,
Puis c'est vraiment un soutien collectif. Hein? Je veux dire, c'est tout le monde qui se tient pendant ces 12 heures-là autour des gens qui sont touchés directement par la maladie et puis viennent leur dire, vous n'êtes pas seuls. C'est très important. Alors, à cette étape-ci, je vais donner la parole à Serge, qui va pouvoir nous parler un peu plus justement du relais pour lui. Non, il vrai. C'est beau. Je t'égale à moi-même. Je parlerai pas longtemps. Comment ça, là? Mon Dieu, ça fait pas drôle, hein? Ouais. C'est ça. OK. Faut-tu que je dise ce qui est là? Non, je sais que ça donne. Bon, plus grand-chose, mais non, c'est pas grave. J'ai pas l'intention de parler longtemps, parce que c'est surtout M. Tremblay et Sylvie que je veux qui vous disent vraiment qu'est-ce qui se passe avec la société. Moi, j'en sais beaucoup, mais ça fait longtemps que je le dis que je veux vraiment que ça soit plus clair. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que premièrement, je remercie les commanditaires, Everest, Fromage Victoria, Tim Hortons, la Mercedes pour le loco, puis Colette et Denise pour les petits bouchers qui ont fait à l'entrée. En plus de mouiller, il y a des affaires pires que ça dans la vie, M. Tremblay, hein? C'est sûr, je me dis, je me console avec ça. Vous savez que le relais de la Mercedes est reconnu dans les top 3. Dans les 90 relais, on est dans les top 3. Donc, on est fiers. On est à peu près 22 à 24 000 gens de la Mercedes d'érable, avec un montant qu'on ramasse. Il faut croire qu'on peut se taper des mains. Vous pouvez vous applaudir. C'est sûr qu'on a une bonne équipe. On est rendu 22. On a beaucoup de bénévoles, beaucoup de partenaires majeurs. C'est sûr, cette année, on me demande si, André, parce qu'il ne faut pas oublier aussi, il faut remercier l'équipe de la Société Gagnante du Cancer, Lynn en premier, qui m'a bien voulu m'écouter et m'aider dans cette aventure. Puis c'est grâce à elle et son équipe, André, on voit vraiment qu'il connaît son métier. Donc, j'ai pas de mérite là-dedans, c'est pas moi qui a préparé le dossier, on me l'a fait suivre, je l'ai lu, puis c'était bien correct. Merci beaucoup à vous autres. Tout le monde sait pourquoi je suis dans le relais. Je sais pas pourquoi. Mais ça me touche énormément. Bon, mon boss fait d'arriver. C'est sûr que mon épouse était malade. Il y en a d'autres qui étaient malades aussi. Mais dans le fond, je pense qu'il faut continuer à aider nos autres gens. Après 12 ans, on ne pensait pas que ça allait nous emmener jusque-là. Moi, je suis prête à ton émotion. tu peux en prendre un peu, on est beaucoup. On est beaucoup. Non, ça va un peu mieux. Merci. Continuez à classer, ça fait du bien. Mais vous savez, pour moi et tout Antiqueur, c'était une famille. Donc, on a commencé cette aventure avec Colette par rapport qu'en 2003, quand elle a eu son diagnostic de cancer. Mes enfants sont avec moi depuis le début. Mes petits-enfants me suivent de A à Z. La famille, des amis. Quand j'écoutais M. Beaulieu tantôt, qui disait que quand je vois les chiffres, ça m'énerve. Je me dis, hey, on s'en va-tu vers le pire ou on s'en va vers le mieux? Mais je sais qu'on va vers le mieux, je m'inquiète là. C'est juste que quand on regarde tout ça, je me dis, à un moment donné, on va avoir des préventions à faire parce qu'on n'est pas sorti du bois, là. Vraiment pas. Fait que, comme il dit, son mot de faire m'arrêter le prêt.
Je crois qu'on a dit pas mal, avec tout compris. Donc, 2019 s'en vient, le 15 et 16 juin prochain. 2019. Je tiens à remercier Catherine aussi, qui a bien voulu venir comme porte-parole aujourd'hui, parce que je vois M. Scott Labourse, sa fille, qui est notre ambassadrice cette année pour 2019, ne pouvait être présente. Puis on comprend très bien pourquoi. Et qu'on a demandé à Catherine de la remplacer, mais je remercie M. Scott d'être venu. Je remercie Éric Lefebvre, qui est notre président d'honneur aussi pour le relais 2019, qui est présent aussi aujourd'hui. Donc, un gros merci à vous d'être là. Et tous les autres que je vois présentement, je ne nommerai pas tous, mais un gros merci. Et que, M. Beaulieu, je vous laisse la suite. Merci. Merci Serge. C'est venu de ton front, comme dirait Sonia Benezra. Avant de donner la parole au professeur Michel Tremblay, je vais vous donner quelques informations en matière de recherche sur la Société canadienne du cancer. La diapo qui est ici, c'est une diapo qui date de quelques années, puis à l'époque, vous voyez qu'on était à 40 millions à l'échelle du pays comme investissement par rapport à d'autres organisations. Il y avait la Fondation canadienne du cancer du sein avec laquelle on a fusionné justement depuis presque 2 ans. Ce qui fait que maintenant, justement, les derniers chiffres nous montrent que c'est 48 millions maintenant qu'on investit ensemble avec cette organisation-là à l'échelle du pays. Ça dépasse, justement, il y a des chiffres d'autres organisations que vous connaissez, puis des fois on pense que tout le monde investit à peu près les mêmes montants, mais on est de loin l'organisation qualificative qui investit le plus en recherche au pays, incluant au Québec. Juste montrer que le camp, c'est gros, on en entend beaucoup parler, et chaque montant compte, et je ne dénigre pas le montant de 1 million, mais c'est juste pour mettre les choses en perspective. C'est quand même imposant. Alors, en 2017, il y a eu 6,25 millions qui ont été investis par la société de nouvel argent. Donc, c'est du nouvel argent qui est annoncé, mais on a toujours, nous, une hypothèque à la tête, comme on dit à la société au niveau de la recherche. On a des engagements qui sont sur plusieurs années, qui peuvent être de 2, 3, 4, jusqu'à 5 ans. Donc, au cours d'ici 2021, qui est pour les 5 prochaines années, on a 18 millions de dollars d'engagés. Donc, on doit, en ayant cette hypothèque, on travaille d'arrache-pied justement pour aller chercher l'argent, parce que elle est là, mais on doit s'assurer aussi pour la suite. Donc, constamment, nous, on travaille toujours dans le futur, on travaille toujours plusieurs années d'avance, parce que c'est comme ça qu'on doit voir les choses, justement, si on veut être responsable pour gérer ces fonds-là. Et ça n'inclut pas, justement, un récent partenariat qu'on a fait avec le Conseil québécois de développement du médicament, le CQDM, où on vient d'annoncer presque 6 millions, justement, qui ont été investis en cancer du sein pour les femmes, des projets novateurs, parce qu'on parle ici de tout ce qui va être proche au niveau d'être en partenariat avec l'industrie biopharmaceutique. Donc, vraiment des stades plus avancés, donc des recherches qui risquent concrètement de donner des résultats à moyen et court terme. Donc, d'autant plus intéressant. Mais malgré ces chiffres-là, juste vous rappeler que 60% des projets que l'on voudrait financer à la Société canadienne du cancer ne le sont pas annuellement. On estime, on reçoit des dizaines, des centaines de projets annuellement. On fait un choix parmi eux et c'est 40% seulement qu'on réussit à financer. Donc, si on avait davantage de fonds, on pourrait financer encore plus de pistes de recherche. C'était mon amorce, justement, pour le bon cue pour Michel Tremblay de l'Université McGill. Merci à tous d'être ici. C'est un plaisir. Lorsque tu m'as demandé, André, de venir dans la région des Bois-Francs, je savais que cette période-là, c'est merveilleuse pour les arbres, mais il pleuvait un peu aujourd'hui. Les camions qui passent, on ne voit pas les arbres trop. Mais c'est un plaisir d'être ici. Monsieur Bartel et votre épouse m'avaient en fait... j'avais pas inclus ça dans ma présentation, mais moi, la raison pour laquelle je suis en cancer, en recherche sur le cancer, c'est que ma mère, en fait, est décédée du cancer du sein, et c'est, il y était 12 dans la famille, frères et sœurs, et il y en a 8 qui sont morts du cancer. Et c'était au moment où je faisais mon doctorat à l'Université McMaster que ma mère est décédée.
Et à ce moment-là, c'était plus en virologie. J'étais plus intéressé par les virus. C'était très populaire il y a 25 ans. Et avec le décès de ma mère, c'est vraiment là que j'ai pris la direction de faire la recherche en oncologie. Fait que c'est mon lien un peu avec vous. Martin, voulez-vous dire ça? On fera ça. Bon, écoutez, j'ai supposé aller juste seulement 10 minutes, et puis je pense qu'on a aussi une invitée qui a beaucoup de choses à raconter. Juste pour vous dire, il y a vraiment deux choses dont je veux vous parler. Premièrement, ce qu'on fait en recherche. Mais deuxièmement, aussi ce que tu viens de parler, André, comment on choisit ces projets-là. Parce que c'est extrêmement important. Les gens matchent, ils ramassent des sous, leurs familles sont engagées. On ne sait pas toujours dans les organismes comment l'argent est choisi, comment on choisit ces projets-là, comment on s'occupe aussi de suivre les projets, parce que c'est pas suffisant de donner des sous. Les chercheurs ont des fois des difficultés. Les projets sont pas toujours faciles. Et donc, la société aussi fait un suivi de cet argent-là. Qu'est-ce que vous avez fait avec l'argent qu'on vous a donné? Et moi, comme chercheur, je le fais aussi. Je fais partie de comités qui regardent ce que les gens ont fait. Et donc, ils ne viennent pas à chaque année nous demander de l'argent sans avoir au moins un rapport de ce qu'ils ont fait. Donc, je peux vous assurer que, d'ailleurs, tu es très généreux avec le pourcentage parce que les comités, j'étais sur un comité au printemps dernier, justement, là, pour la Société canadienne du cancer, et en fait, on reçoit à peu près 100 projets. Mais de ceux-là, oui, il y en a peut-être... moi, je vous dirais une vingtaine qui sont des top. Il y en a plus que ça qu'on aimerait subventionner. Mais dans les 20, il y a peut-être une dizaine, en fait. Ça va entre 10 et 15% des projets qui sont reçus, qui sont subventionnés sur les comités. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets, mais pas tous les projets valent la peine. Mais ceux qui sont sélectionnés, ils sont même encore resélectionnés par le comité. Donc, c'est le comité de pairs, il y a des médecins, il y a des gens du public là-dessus, il y a des chercheurs de partout au Canada, dans tous les domaines. Mais la société aussi, ça organise qu'il y a des sous-comités. Par exemple, si on travaille en oncologie clinique, ben, ce sera pas un chercheur fondamental comme moi qui va faire les choix. Ça va être des médecins oncologistes qui vont le faire. On a parlé de ta maladie dans le cancer des os. Ben, il y a des gens qui regardent sur ce comité-là vraiment tous les meilleurs projets dans ces types de maladies-là, dans le cancer du sein, dans le cancer du côlon. Donc, il y a des experts qu'on peut amener. Et la société, avec l'historique de succès qu'ils ont eu, on parle pas là de soulever l'argent, on parle de succès au niveau de la prévention, au niveau des traitements qui maintenant sont offerts, qui ont été subventionnés par vous. Ben, il n'y a pas beaucoup de chercheurs qui vont dire non. À chaque fois qu'on nous demande d'aller à ces comités-là, on y va, c'est bénévole, ça fait partie de notre travail et on le fait avec grand plaisir. Donc ça, c'est un point que je voulais mentionner, qui était très important. La société fait beaucoup de choses aussi en prévention. C'est la seule, en fait, qui va faire tout ça. Comme tu as dit, tu as parlé de recherche, mais il y avait tout autour plein de choses en bout de la prévention, des services aux patients, qu'on voit moins, nous, comme chercheurs, ça c'est clair. Mais moi, en fait, j'ai terminé mon mandat comme directeur McGill après 12 ans. Là, je suis revenu au laboratoire pour faire avancer mes choses. Donc, c'est clair qu'on travaille beaucoup maintenant avec des médecins qui font les essais cliniques. C'est la recherche. Le projet qui a été subventionné dans mon labo, lorsque je suis arrivé de Washington, ça date, je suis arrivé en 1992 à l'Université McGill. Ça a commencé avec un premier papier que j'avais eu à Washington sur un gène qui était un inhibiteur, en fait, d'activité des cellules. Lorsque nous, on a une infection, on a des cellules immunitaires qui les tuent, ces infections. Mais ces cellules-là sont aussi importantes pour tuer les cancers. Ça, c'est plus récent qu'on s'est aperçu que notre système, en fait, éliminait les cancers très tôt, la plupart du temps. Et ces cellules-là cancéreuses arrivent tout le temps dans notre vie, on en aura toujours. Donc, lorsqu'on parle d'éliminer le cancer, on parle plutôt d'éliminer, à mon avis, les maladies, la qualité de vie qu'on va avoir, et améliorer la qualité de vie, pas éliminer la qualité de vie, l'améliorer, mais aussi s'assurer, en fait, que les gens survivent le plus longtemps possible dans une bonne qualité de vie. C'est là qu'on s'en va. Parce que, évidemment,
c'est des maladies génétiques, le cancer. C'est des mutations qui arrivent tous les jours. On peut manger le plus de brocoli qu'on veut, ça va nous aider. On a moins de billets pour gagner la mauvaise loterie, mais en fait, on n'a pas nos cancers parce qu'on a choisi de l'avoir ou on a une mauvaise vie. C'est vraiment un hasard qui est une tristesse, c'est certain. Mais si on peut, on enlève la cigarette, on essaie d'avoir une bonne nutrition. Perdre du poids, je l'ai pas fait. Je travaille depuis 30 ans. Mais en tout cas, ça, c'est notre chose. On parlera de ça après. Je prendrai Mme Martel là-dessus. Il m'a fait, je l'ai pas beaucoup, en fait. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que on est dans ce milieu extrêmement difficile d'une maladie qui est à peu près 100 maladies différentes. Là. Chaque cellule dans notre corps presque peut devenir cancéreuse. Donc, on a une centaine de maladies de cancer qui est différentes. Et chaque patient, par exemple, si on prend le cancer du sein, chaque patiente, il y a des patients aussi, des gens qui ont le cancer du sein, cette maladie-là va être différente parce qu'on a toute notre génétique qui est différente. Donc, on parle, le cancer, en fait, c'est presque une maladie rare pour chaque individu. Et c'est là qu'on comprend beaucoup de choses en cancérologie. On traite maintenant de plus en plus de façon spécifique. On peut voir, par exemple, dans une tumeur, lesquels gènes qui sont souvent ont des mutations. Et dépendant de ces gènes-là, on va donner un médicament différent. Donc, il faut avoir amélioré la détection, améliorer aussi, comprendre c'est quel type de cancer qui est là. Ensuite, trouver les bons médicaments et ensuite faire le suivi parce qu'il y en a aussi des conséquences au traitement. Ceux qui ont eu des radiothérapies, par exemple, souvent ont des problèmes de cœur par la suite. Ceux qui ont eu des chirurgies, ils vont avoir des blessures aussi pendant très longtemps. Donc, il y a toute cette longue lignée de professionnels qui doit aider. Et tout ça, ça n'enlève pas que chacun d'entre nous doit vivre avec sa maladie. Puis je pense que tu vas en parler un petit peu plus. Ce contact-là entre tout ce qui est physique et traitement et aussi le bien-être qu'on a, qui est pas facile aussi à vivre. Donc, pour finir mon affaire, j'avais 10 minutes, je parle trop, comme d'habitude. Ouais, c'est bon. Donc, je veux juste parler un peu de ce projet-là qu'on a été subventionné par vous, par la société. Donc, je parle du petit gène de Washington. Ce qu'on a fait, ça travers les années, on a commencé à comprendre que ce rôle-là, donc les gènes, il y en a à peu près 25 000. Hein, c'est comme les Legos d'une personne. Chacun fait son Lego différemment. Et un de ces briques-là, c'est un gène qui modère. Lorsqu'on a une infection, si on a une réponse trop rapide, ou encore que la réponse s'arrête pas après qu'on a eu l'infection, là, on va être très malade. Il faut évidemment augmenter notre réponse pour tuer les bactéries, tuer les tumeurs, mais après, il faut que ça disparaisse. Ce gène-là est là pour ça. Le problème, c'est que lorsqu'il est trop fonctionnel, il nous empêche nous-mêmes de tuer notre tumeur. Et donc, on a commencé à comprendre ça, je pense, dans le début des années 2000. C'est un gène aussi qui est relié au diabète, à l'obésité. Et ça, c'est drôle parce que c'est des maladies, on parle le rôle de ces maladies métaboliques-là dans le cancer. Ben, c'est vrai, il y a des types de cancers que si on a un peu dans le bon point, on a plus de risques d'avoir. Donc, il y a des gènes qui font ce lien-là. Et donc, on a commencé à trouver ça. On a travaillé avec des inhibiteurs de ce gène-là pour voir ce qu'on peut réactiver dans la souris. Je suis très bon avec les souris. Je suis pas très bon avec les patients, je suis pas médecin. Mais avec les souris, on en a fait beaucoup. On en a sauvé des souris. Ça, je peux vous dire ça. Mais il faut passer par là. Ceux qui veulent parler de recherche sur les animaux, on en parlera plus tard. Vous pouvez venir me voir. Écoute, ça a changé beaucoup là, depuis 30 ans. Mais tout ça pour vous dire, c'est que ça nous a pris à peu près 25 ans d'avoir cet inhibiteur-là, puis identifier les cellules du système immunitaire qu'on peut sortir du patient. Donc, on peut prendre votre sang, on peut identifier laquelle qui est la bonne, là, qui est supprimée. On met notre inhibiteur, qu'on enlève le gène, qui inhibe le gène, et là, la cellule est pompée, là. Puis là, on peut la redonner dans le patient. Donc, il y en a plusieurs types. On a entendu parler des CAR-T, des checkpoint inhibitors, certains ont entendu parler de ça. Il y a toute une série. Mais tout ça est basé sur à peu près 2 ou 3 gènes bien particuliers. Et on pense qu'il y en a peut-être 200, 300.
Fait que lorsqu'on parle de recherche, on parle on met déjà sur les patients des CAR-T, puis il y a plusieurs problèmes avec ça, il y a des bonnes choses, des mauvaises choses, il y a des patients qui sont morts de cette technologie-là, mais le problème, c'est qu'on ne comprend pas tout ça. On essaie de le faire le plus rapidement possible pour aider le patient, mais finalement, s'il n'y a pas de recherche fondamentale solide en arrière, avec en partenariat des cliniciens qui nous disent qu'est-ce qui ne va pas avec cette technique-là, bien là, ça va être plus difficile. Il y a aussi le fait qu'on parle des coûts. Si on parle des CAR-T et des checkpoints, un checkpoint inhibitor qui vient d'être accepté par le gouvernement du Québec là, comme traitement, c'est à peu près 75 000 à 100 000 $ par personne. Les CAR-T, c'est 1 million de dollars. Est-ce qu'on peut se permettre d'avoir ça pour tout le monde? On ne pourra pas se permettre ça. Fait qu'il faut encore faire de la recherche pour diminuer les coûts. Notre petite technologie, c'est 25 sous par patient dans le temps. Juste ça. De $1 plus tard. mais c'est loin d'être là encore. Donc, il y a toutes sortes de raisons pour qu'on doit faire de la recherche. Pourquoi votre rôle, M. Bartel et tous vos amis et collègues sont importants, c'est que c'est pas parce qu'on veut juste continuer à faire de la recherche. Là. Il y a plein de choses dans l'univers à travailler. Mais le cancer, ça a été la pointe de l'iceberg où on pouvait comprendre la biologie de la vie. Et ça a été appliqué par la suite à presque toutes les autres maladies, en neurosciences, en maladies infectieuses. Donc, ce qu'on a fait depuis 30 ans avec la société et d'autres, je dois dire, j'en ai mentionné plusieurs, il y a quelque chose d'autre à mentionner là-dessus, mais ce qui est important, c'est que ça nous a permis d'avancer toutes sortes de traitements dans beaucoup de maladies. On n'est toujours pas là. On aimerait bien que... Là, on a passé de 50%, je pense, il y a 20 ans, à plus de 75% des patients qui vivent plus que 5 ans. Donc, il y a eu des progrès énormes. Puis avec ces nouvelles technologies d'immunothérapie, je pense que ça va facilement monter plus haut. Est-ce que ça va aller à 100% des gens? Oui, on aimerait que 100% des gens vivent plus de 5 ans. Est-ce que ça va être 0 personne qui va avoir du cancer? Comme je l'ai dit, ça va être probablement jamais. Mais, par contre, ce serait bien de pouvoir avoir tous les médicaments. Comme un antibiotique, ben là, tu pourrais avoir ton traitement. Puis c'est un peu la vision que la plupart des chercheurs fondamentaux ont. Et les cliniciens, ben là, ils sont par-dessus la tête dans le traitement. Certains voient, mais un peu moins. Dernière chose à propos de tous les organismes. Je dois juste dire une chose vraiment importante pour la Société canadienne du cancer. Moi, j'ai été dans ce domaine-là de tout ça. J'ai servi, et je sers encore à la Société, dans d'autres sociétés et fondations. C'est la Société canadienne du cancer qui a amené les gens à se mettre ensemble. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits par les chercheurs qui travaillent avec la société pour partager, par exemple, les résultats, s'assurer que on ne travaille pas dans des silos et que finalement, l'argent qui vous est donné, elle sert aux patients, elle sert à la recherche, mais on ne fera pas la même recherche à côté. Vous sous-subventionnez presque tous les types de cancers, incluant les lymphomes, et les gens qui travaillent pour la Société de lymphome travaillent aussi avec des gens chez nous, par exemple. Donc, on partage ces informations-là, on s'assure que ça sera le plus optimum possible pour les patients et pour la société. Bon, j'arrête là. Je vous remercie aussi d'avoir organisé ça. Les résultats que vous avez dit à propos de tous vos collègues dans les Bois-Francs sont extraordinaires. Donc, je dois avoir promis pour en avoir bénéficié pour ma recherche. Je dois vous remercier immensément. Plusieurs de mes étudiants vous le feraient aussi, parce que depuis 30 ans, on a fait près de 65 étudiants au doctorat qui sont maintenant partout. Il y en a plusieurs qui sont médecins. Il y en a qui travaillent à Harvard. J'ai des gens qui travaillent en Europe, au Japon, en Chine maintenant. Donc, tout ça a été subventionné en partie par la société qui a payé pour les salaires d'étudiants pour faire ça, mais aussi pour la recherche. Merci beaucoup, puis bon succès encore. Merci Michel, très intéressant. Juste vous dire que justement la répartition de la recherche, Michel en a parlé un peu, puis qu'on a une approche vraiment un large portfolio de projets que l'on finance. C'est sûr que la portion jaune, c'est le biomédical, c'est ça qu'on appelle la recherche fondamentale. Tu sais, c'est aussi ça qu'il faut chercher les diagnostics, les traitements.
C'est aussi cette recherche-là qui va faire le pont entre les laboratoires et l'application dans un contexte réel, donc vraiment dans la vraie vie. Ça demeure 75%, puis c'est essentiel. La recherche de base, la recherche fondamentale, si elle n'était pas là, il n'y aurait pas, justement, possiblement, de traitement qui viendrait à bout, là, au bout de 5, 10, 15, 20 ans. Également, après ça, on investit beaucoup en prévention. Hein, de plus en plus des projets de prévention. Puis ça, on cherche les causes fondamentales du cancer, on cherche à comprendre pourquoi il se développe, comment. On travaille sur les habitudes de vie, on touche beaucoup l'aspect du tabac, parce qu'il y a beaucoup de recherches encore qui, même si on a la preuve, il reste qu'on continue justement à travailler dans ce domaine-là, parce que c'est quand même, le tabac cause toujours au Canada le tiers de tous les cancers. Et puis, on cherche des carcinogènes possibles. Donc, ça, c'est des recherches en prévention. Puis la qualité de vie, qui est quelque chose, un concept plus nouveau en recherche et quelque chose qui est unique à la Société canadienne du cancer, c'est vraiment tout l'aspect de la survivance. Parce que, on en a parlé, la survivance augmente. Ça amène des problématiques nouvelles. Les gens ont des séquelles et ces gens-là ont besoin de suivi médical particulier et des traitements aussi qui doivent être. Puis dans certains cas, ces gens-là vont être sous traitement pour le reste de leur vie. Alors, il faut tenir compte de ces gens-là et de leurs besoins. On parle de soins palliatifs également, parce que même si la maladie, on survit davantage, il y en a plusieurs, c'est la première cause de mortalité. Puis les soins palliatifs et les soins de fin de vie, ça demeure essentiel, et on doit justement continuer à financer les projets dans ce domaine-là. Puis aussi le soutien aux personnes atteintes. Donc, dans le domaine du soutien, il y a des études que l'on finance justement pour trouver comment on doit soutenir psychologiquement et émotionnellement les patients. On finance, on disait, tous les types de cancers. Donc, les deux, vous voyez ici un peu le type de cancer de tous les organes dans le corps, autant l'homme que la femme. Évidemment, il y en a plusieurs. Juste pour montrer un exemple d'impact d'histoire, qui part d'un concept d'investissement. Je veux dire, le fameux VPH, le fameux vaccin qui est remis aux enfants aujourd'hui, qui est donné aux enfants plutôt aux garçons et aux filles dans les écoles primaires au Québec. Nous, dans les années 2000, on a commencé à investir, on a investi en recherche avec le docteur Eduardo Franco, qui est à l'Université McGill. C'était une sommité dans le domaine, justement, du VPH. C'est lui et d'autres chercheurs à travers le monde qui ont commencé à regarder la possibilité qu'un virus était la cause du cancer du col de l'utérus, le VPH. Et une certaine souche, parce que le VPH contient une centaine de souches différentes, mais ils avaient été ciblés, là, justement, qu'il y avait 2 ou 3 souches potentielles qui étaient à surveiller. Et c'est ces études-là, justement, ce concept qui a amené au développement d'un vaccin qui a vu le jour et qui, aujourd'hui, est remis et donné concrètement dans le carnet de vaccination de nos jeunes dans les écoles primaires. Et on pense qu'avec ce vaccin-là, on va non seulement faire baisser de façon drastique le cancer du col de l'utérus, mais aussi tous les cancers, autant chez les hommes pour le cancer de la gorge. On parle de cancer pénien, cancer du vagin, enfin plusieurs cancers qui sont causés justement par ce virus. Et ça va baisser de façon assez importante. On parle de 70% potentiellement de baisse. Michel en a parlé tantôt. Nous, les chiffres qu'on utilise, on parlait de 25% de survie dans les années 40, puis aujourd'hui, on parle de plus de 60%. Puis on sait qu'on se dit qu'on va pouvoir augmenter ça à 80% si, justement, les avancées qu'on pense qui s'en viennent, justement, en recherche se concrétisent et on a un grand espoir que ça va se faire. Alors, c'est une question de temps. Mais d'ici là, je vais demander à Sylvie, qui est là, qui est agente des services à la communauté pour la région du centre du Québec, de venir vous parler justement des services qui sont offerts par la Société canadienne du cancer dans la région. Bonjour, je relève tout un défi à parler après M. Tremblay puis André. Je suis un petit peu gaffeuse aussi, pas très habituée à être devant les gens. J'imagine. Bon, c'est ça. Alors, il est possible de prévenir près de la moitié des cancers par l'adoption de saines habitudes de vie. La Société canadienne du cancer est là pour enseigner et outiller les gens afin qu'ils sachent comment réduire le risque de cancer et détecter rapidement la maladie. Le cancer est souvent plus facile à traiter lorsqu'il est découvert tôt. J'ai dû sauter une ligne? Non, ok, excusez. Grâce à nos programmes, nous déployons au Québec plusieurs services. Nous aidons les gens à cesser de fumer avec la ligne Charrette, avec le SMART,
avec le Nicobar. On invite les jeunes à être plus actifs physiquement avec notre Trotibus, avec notre défi activité pied. En passant, il y en a 14 au Québec, dans le centre du Québec, qui relèvent le défi activité pied cet automne. On invite les personnes aussi à être prudents, faire preuve de prudence au soleil avec notre Miss UV. La Société canadienne du cancer invite les gens de 50 ans et plus, on en a parlé tantôt, on tombe dans le groupe d'âge où le cancer est le plus détecté, à faire de la prévention en passant des mammographies aux 2 ans, et en demandant aussi à leur médecin de passer le test FIT pour prévenir le cancer colorectal. Apprendre qu'on a le cancer est un choc. Les gens touchés par le cancer veulent comprendre ce qui leur arrive et ils ont besoin de soutien. Depuis 22 ans, le service d'information sur le cancer de la Société canadienne du cancer offre un soutien inestimable aux Québécois qui font face au cancer. La peur, l'anxiété, l'incompréhension font partie des sentiments les plus accablants que ressentent les personnes touchées par le cancer. Ces gens et leurs proches ont de nombreuses questions sur le cancer, de la prévention au dépistage jusqu'au traitement et même au-delà. C'est à ce moment que les spécialistes en information de la Société canadienne du cancer interviennent. Nous sommes donc très heureux d'offrir ce service indispensable à la population de Plessisville et à la merci de l'érable. Chaque jour, des centaines de Québécois se tournent vers la Société canadienne du cancer pour des informations crédibles et valides en allant sur cancer.ca ou en téléphonant à notre ligne d'information qui est le 1-888-939-3333. Je vais vous leur demander tantôt, voir si vous l'avez retenu. Aucun autre organisme que la Société canadienne du cancer soutient autant les personnes touchées par le cancer. Annuellement, la Société canadienne du cancer aide et soutient 2 millions de Québécois. En fait, une personne sur 4 de la région du centre du Québec se tourne vers la Société canadienne du cancer chaque année. Notre service de jumelage téléphonique aide les personnes atteintes et leurs proches à se sentir moins anxieux et mieux outillés pour faire face au cancer en leur donnant la possibilité de parler avec quelqu'un qui est passé par là. Nous organisons également des groupes de soutien mensuels pour donner la possibilité aux personnes touchées par le cancer de partager leur vécu. Chaque mois, elles ont la possibilité de se rencontrer à Victoriaville et à Drummondville. Cancer.ca permet aux personnes touchées par le cancer de partager leur histoire, leurs préoccupations et de créer un réseau de soutien 24 heures sur 24. La Société canadienne du cancer offre également une série de conférences virtuelles par des experts qui traitent de foule de sujets portant sur le cancer. Par exemple, les nouveaux traitements, les mythes entourant la maladie, l'alimentation lorsqu'on a le cancer. Se retrouver chauve pratiquement du jour au lendemain est un grand choc pour la majorité des femmes et certains hommes. C'est ce rappel constant de la maladie. On ne se reconnaît plus et trop souvent les regards des autres à leur endroit changent. Certaines femmes préfèrent se procurer une prothèse capillaire pour mieux supporter ces regards. La Société canadienne du cancer prête les prothèses capillaires par l'entremise de son bureau régional à Drummondville et par son centre de service à Victoriaville. Des foulards, turbans, bonnets sont également possibles d'être empruntés par les gens. Un Québécois sur 3 vivant avec un cancer doit se déplacer à l'extérieur de sa ville pour recevoir certains traitements contre le cancer. La Maison Jacques-Quentin de la Société canadienne du cancer accueille chaque année 500 personnes provenant de l'extérieur de Montréal qui doivent venir y suivre un traitement contre le cancer. Logés, nourris, transportés à leur centre de traitement et accompagnés au quotidien par des employés et des bénévoles attentionnés, nos résidents reçoivent soutien et réconfort à peu de frais. Cette équipe de bénévoles et d'employés met tout en œuvre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour que les résidents se sentent aussi bien qu'à la maison. En prime, ils peuvent échanger avec d'autres personnes qui font face à la même épreuve qu'eux.
Ils peuvent également profiter d'activités sur place, des sorties extérieures et d'une présence. Moi, je peux vous dire aujourd'hui que je suis fière de dire que la Société canadienne du cancer est là avant, pendant et après une période de cancer. Merci. Alors, merci Sylvie. Je vais inviter maintenant Catherine Baudouin, qui est ambassadrice du Relais pour la vie, qui a été l'ambassadrice en fait en 2017 pour le Relais pour la vie de la MRC Gleyval. Elle est survivante d'un cancer des os, je pense que vous la connaissez bien. Elle est vraiment inspirante, un beau sourire. Alors, je vais te passer la parole. J'habite à Princeville, je suis maman de 3 jeunes enfants, 7 ans, 5 ans et 3 ans. Mon parcours a commencé il y a 3 ans. Ça faisait quelques mois que j'avais mal au dos, mais j'étais enceinte de 30 semaines à l'époque. Donc, tout le monde dit un mal de dos, c'est normal, hein, tu sais, quand tu es enceinte, tu as d'autres enfants à t'occuper à la maison. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et je me suis réveillée en pleine nuit, les jambes me picotaient. Je commençais à perdre la sensation au niveau de mes jambes. On m'a dirigée à l'hôpital et déjà rendue à l'hôpital, j'étais paralysée du bas des seins jusqu'aux orteils. En dedans de 4 heures, mes jambes ne bougeaient plus. Ils ont fait les tests, ils ont découvert que j'avais une masse à la colonne vertébrale. Donc, rapidement, l'hôpital de Victoriaville m'a transférée avec les spécialistes à Montréal. On m'a transférée à Notre-Dame. On a commencé par une première chirurgie où est-ce qu'ils ont retiré une partie de la masse dans l'espoir de sauver ma moelle épinière. Ça a fonctionné. Déjà, les premiers jours qui ont suivi, je retrouvais la sensation au niveau des jambes. Et on avait pu continuer aussi la grossesse parce que mon petit coco à 30 semaines, c'était un peu jeune pour accoucher. Fait qu'on a continué comme ça et au bout de 2 semaines, les 2 premières semaines ont été assez longues. Tu sais, quand tu attends de savoir ça va être quoi le diagnostic, tu t'attends au pire, mais c'est toujours plus pire que qu'est-ce que tu t'attends. Donc, le verdict est tombé. 2 semaines après, on m'a annoncé que j'avais un chondrosarcome mésenchymateux de stade 3. Donc, ça précède qu'Abraham, mon petit dernier, naisse pour qu'on puisse retirer la masse parce que la masse progressait vraiment, vraiment rapidement. On a attendu 1 semaine pour donner une chance à bébé de continuer de grossir. Et malheureusement, j'ai paralysé une 2e fois. La masse a tellement grossi, a tellement profité en dedans de ces semaines-là, elle a doublé. Donc, 3 semaines après, j'ai reparalysé. Et là, s'en est suivi une césarienne d'urgence et une autre chirurgie, les 2 chirurgies le même soir. On a fait la césarienne, ils m'ont réveillée, j'ai pris bébé un petit 15 minutes dans mes bras et j'ai redonné le bébé à l'infirmière et on m'a retransféré d'hôpital pour revoir une autre petite chirurgie pour essayer de sauver encore la moelle épinière. On a fait la chirurgie et quand on parle de la recherche, c'est à ce moment-là que les médecins ont proposé d'essayer une chimiothérapie expérimentale parce que dans le type de cancer que j'avais, il n'y avait pas de protocole qui était associé à ce type de cancer-là. Qu'est-ce qu'on associe comme chimio, qu'est-ce qu'on associe comme radiothérapie. Donc, ils ont tenté une chimiothérapie expérimentale. On a commencé les traitements étaient très, très, très intensifs. J'ai resté 2 mois à l'hôpital dans une chambre hyperbare, fermée, avec aucun contact à l'extérieur. Ils ont mis mon système immunitaire le plus bas possible pour tenter de réduire la masse, parce que la masse était trop grosse pour être opérable, pour qu'ils puissent l'enlever à mon dos. Donc, on a fait des traitements de chimio à toutes les semaines. Les traitements de chimio duraient 48 heures. C'était vraiment infernal. Et en plus d'être loin de ma famille, j'étais à 2 heures de route, pas de bébé, pas mes autres enfants aussi avec moi. Là, les journées étaient longues et c'est ça, c'était pénible. Mais au bout de 3
3 semaines de chimiothérapie, j'ai eu un cadeau de mon oncologue. Il m'a permis d'accueillir mon bébé dans ma chambre pendant 24 heures. Pour quelqu'un, ça paraît pas beaucoup, mais un 24 heures, quand tu n'as pas rencontré ton bébé encore, c'était vraiment apprécié. Donc, mon petit garçon est venu dormir à l'hôpital une nuit avec moi. Ça m'a donné juste le petit boost que ça me prenait pour passer au travers des autres traitements qui m'attendaient. Donc, j'ai eu 6 traitements à tous les semaines qui duraient 48 heures. J'ai perdu mes cheveux, j'ai tout perdu les cellules au niveau. Parce que dans le fond, la chimiothérapie tue les cellules qui se régénèrent rapidement. C'est pour ça qu'on perd nos cheveux, que les ongles viennent moins beaux et tout ça. Et ensuite, toutes les cellules qui se régénèrent rapidement, ça a tout brûlé les cellules au niveau de ma bouche et de mon œsophage. Ma bouche tombait en lambeaux, j'étais plus capable de parler, plus capable de boire, plus capable de manger. C'était vraiment, ça a été la période pénible de la chimiothérapie. Au bout de la chimiothérapie, ça a bien fonctionné, ma masse a diminué de moitié. Donc, ils ont pu procéder à retirer toute la masse que j'avais dans mon dos. Ça a été une longue chirurgie de 13 heures de temps où est-ce qu'ils ont retiré la masse. Ils m'ont retiré 2 vertèbres et je suis tigée en haut des seins jusqu'en bas du nombril. Ils ont tout remplacé ma colonne vertébrale par des tiges de métal. En tout cas, j'ai un beau dos neuf. Ça se tient. Ça se tient. Ça bouille pas. Non, ça bouille pas. Ça bouille pas non plus. Alors, j'ai subi cette grosse chirurgie-là. J'ai été 2 semaines aux soins intensifs. J'ai été 1 mois à l'hôpital, 3 mois dans un corset, 3 mois en centre de réadaptation par la suite pour réapprendre à vivre avec ma paralysie. Parce que le cancer, c'est ça, en s'ayant attaqué à ma moelle épinière, mais j'ai perdu les sensations au niveau des jambes, tout le bas du corps. J'arrive à aller bouger un petit peu, mais c'est un minimum. Et c'est ça, j'ai fait ma réadaptation pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, il me restait une dernière étape à faire pour dire que le cancer était derrière moi. Je devais faire de la radiothérapie. Mais comme ma moelle était très, très, très affectée, ils m'ont proposé d'aller faire de la protonthérapie à Philadelphie. Je me suis rendue à Philadelphie faire les tests préparatoires. Dans le fond, la protonthérapie, qu'est-ce qu'elle fait? Vu que moi, j'avais beaucoup de métal au niveau du dos, ça permet d'envoyer les rayons qui passent un petit peu au travers du métal sans abîmer tout ce qui est autour. Ils sont capables de cibler seulement les cellules cancéreuses qu'il y avait dans mon dos. Donc, je me suis rendue à Philadelphie, j'ai fait les tests préparatoires. Je suis revenue au Québec passer les 2 dernières semaines avec mes enfants pour ensuite retourner à Philadelphie pendant 2 mois. Et malheureusement, à Philadelphie, ils m'ont trouvé une récidive au niveau du poumon gauche. Donc là, à ce moment-là, il n'était plus question de faire la protonthérapie. Ça pressait de faire de la radiochirurgie pour pouvoir tuer la nouvelle masse qui était présente et en même temps aller en prévention au niveau de mon dos pour, s'il restait des cellules cancéreuses, s'assurer que tout était bien mort. Donc, on a fait une chirurgie, on a retiré la masse et on a commencé les traitements de radiochirurgie. La radiochirurgie, c'est un laser qui envoie exactement où est-ce que la masse est ciblée. Et quand ils ont commencé la radiochirurgie, ils ont découvert une 3e masse à côté de l'autre masse qu'ils avaient trouvée sur mon poumon. Fait que, tu sais, quand ils disent « je mets 203 », là, on est arrivé, fait qu'après ça, c'était sûr, c'était fini. J'avais dit « c'est assez ». Donc, on a fait la radiochirurgie, et la radiochirurgie, une fois terminée, ça fait 2 ans, à 1 semaine près aujourd'hui, que je peux confirmer que tout va bien, qu'il n'y a plus d'autres traces de rien, que tout ça est derrière nous maintenant. Même si ça a été un long parcours, un long processus, que ça a été pénible, ça a amené beaucoup de positifs dans toute ma vie, de voir. Ça a sensibilisé mes enfants qui sont très empathiques aujourd'hui. C'est ça, de voir
combien ça peut améliorer, même moi en tant que personne, mes enfants, ma famille, combien on est plus sensible à tous les bonheurs qui nous entourent et à quel point, c'est ça, on s'attarde aux petites choses, puis après ça, on oublie qu'est-ce qui est pénible, puis on se concentre sur le positif. Alors, merci Catherine, c'est vraiment un très beau témoignage que tu as fait. Je sais qu'on parle de maladie depuis presque 40 minutes, là, puis des fois ça peut être décourageant, mais je pense qu'il y a quand même aussi de très belles nouvelles, de grandes choses qui ont été faites quand même dans le domaine du cancer, puis le fait que tu viens de dire aujourd'hui que tu vas bien, aussi malgré ce drame, c'est une preuve comme telle. Mais il y a aussi des chiffres, quand on regarde la survie, il y a quand même des cancers qui aujourd'hui ont de très très haut taux de survie. On parle des cancers pédiatriques. Tous les cancers pédiatriques combinés ont un taux de survie de plus de 83%. Quand on regarde le cancer de la prostate, les cancers du sein, on est à 87%, le cancer de la prostate à 95%. Donc on voit que de grandes avancées, puis on doit s'en réjouir quand même. Et ça, c'est beaucoup grâce à des donateurs comme vous, des gens qui participaient à des activités de collecte de fonds, comme le Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer. Moi, à titre de personne qui travaille à la Société, je veux vous dire merci. C'est un grand engagement de le faire. Donc, je sais que vous êtes très sollicités, vous avez beaucoup de choix, et quand vous choisissez de nous donner cet argent, on l'apprécie. Et on veut justement s'assurer que cet argent-là soit utilisé de la façon qui a le plus grand impact et qu'elle retourne où elle doit. Alors, ça fait un grand plaisir pour moi, les collègues. Merci à tout le monde qui a pris la parole ce matin. On peut, si vous voulez, nous rencontrer, poser des questions. On est disponible, évidemment. Ça va nous faire plaisir de vous parler. Bonne fin de journée.